Dans la lumière pâle du tribunal de Birmingham, les néons clignotaient, fatigués, comme s'ils voulaient s'éteindre. Les carreaux du sol, usés, portaient les marques de milliers de pas. Des pas lourds, hésitants, ceux des accusés, des témoins, des âmes venues chercher une justice souvent introuvable. Julien Moreau avançait, silhouette droite, costume gris impeccablement coupé. Sa chemise blanche brillait sous les néons. Dans sa main, un dossier, soigneusement rangé, comme une arme qu'on ne dégaine pas. Sa peau noire semblait absorber les regards, pas à cause de ses gestes, mais parce qu'il était là, dans un lieu où sa présence dérangeait, où elle défiait. Les murs du tribunal respiraient une odeur d'encre et de sueur, une odeur de routine, de désillusion. Julien marchait, pas mesuré, ni trop rapide, ni trop lent, comme sur un champ de mine. Il connaissait ces silences tendus, ces regards qui jugent avant de comprendre. Il les avait affrontés dans des déserts lointains, sous des cieux où le sable brûlait les yeux. Ici, dans ce couloir froid, il ne l'ébranlerait pas. À l'entrée, deux gardes de sécurité levèrent les yeux. Leurs mains glissèrent vers leur ceinturon. Instinct. L'un d'eux, visage marqué par des années de méfiance, tendit une main. Papier. Sa voix était sèche, sans chaleur. Julien sortit une convocation officielle, un rectangle de papier estampillé par l'État, puis une carte militaire, celle des forces spéciales françaises, avec son nom gravé en lettres nettes. Le scanner clignota vert. Un bip froid, mais le garde ne bougea pas. Il scruta Julien, puis son collègue. Un murmure passa entre eux, inaudible, mais lourd de sous-entendus. Enfin, d'un geste lent, presque à contre-cœur, il désigna le couloir. Par là, Julien ne répondit pas. Il avança, sentant les regards peser sur son dos. Une femme en tailleur recula d'un pas, comme si son passage menaçait un ordre invisible. Un vieil homme, assis sur un banc, fronça les sourcils, son regard glissant de haut en bas, cherchant une faute, un défaut. Un jeune blond, téléphone en main, leva les yeux pour le dévisager. Un regard long, silencieux, qui ne demandait rien, mais jugeait tout. Julien ne dit rien. Il était habitué. Pas à être insulté, mais à être vu comme une énigme, une présence qui dérangeait l'air autour de lui. Le couloir menait à la salle 4B. L'huissier, un homme maigre aux lunettes épaisses, prit la convocation. Il lut le nom, puis regarda Julien, puis relut le papier, comme s'il cherchait une erreur, un décalage. Attendez ici, dit-il. Pas de chaise proposée, pas d'explication. Julien s'adossa au mur. Les bras croisés, il observa. 3 employés passèrent sans un mot, sans un regard. Des avocats en costume chuchotaient, leurs yeux glissant vers lui, puis s'éloignant vite, trop vite. 10 minutes s'écoulèrent. Le temps semblait suspendu, épais comme la poussière sur les néons. Julien ajusta un poignet de sa chemise. Dans sa poche, sa carte militaire pesait, intacte, symbole d'une vie de discipline. Mais ici, dans ce temple de la justice, les symboles perdaient leur éclat. La justice, disait-on, vivait entre ces murs. Pourtant, pour certains, elle n'était qu'un mot gravé sur une plaque, inaccessible à ceux qui portaient la mauvaise couleur de peau, le mauvais regard, la mauvaise posture. Une voix trancha soudain l'air. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Clair, autoritaire, sans curiosité. Julien se retourna. Bernard Lefebvre se tenait là, un policier, la cinquantaine, large d'épaules. Son ceinturon alourdi par l'équipement cliquetait légèrement. Ses yeux, plissés, brillaient d'une méfiance froide. Pas besoin de badge. Sa posture parlait pour lui. Épaule droite, une jambe légèrement fléchie, comme s'il possédait le couloir, comme s'il possédait le droit de poser des questions sans raison. « Je suis témoin, » répondit Julien, sa voix calme, presque douce. « Convoqué pour l'affaire Bell. » Bernard s'approcha. Un pas, puis un autre. Son regard glissa sur le dossier dans la main de Julien, puis remonta à son visage. Un sourire narquois étira ses lèvres. Pas un sourire franc, mais un rictus chargé d'implication. « Ces papiers,
Je les ai déjà vus quelque part, dit-il, la voix basse, presque moqueuse. D'où vous les sortez? Julien ne s'y a pas. Du bureau des convocations judiciaires. Je ne suis pas ici pour discuter. Le silence s'épaissit. Bernard ne bougea pas. Il resta planté là, bloquant le passage. Sa main effleura son arme, un geste léger mais calculé, une menace sans mots. Julien connaissait ce langage. Il l'avait vu dans des contrôles d'aéroport, dans des regards à l'entrée des gares, dans des appels d'urgence qu'il n'avait jamais passés. Ce n'était pas une question de loi. C'était une question de pouvoir, un pouvoir silencieux, affûté par des années de méfiance envers un certain type d'homme. Julien ne bougea pas. Ses yeux restèrent fixes, sans défi, mais sans recul. La tension était palpable, comme une corde tendue à se rompre. Soudain, la porte de la salle 4B s'ouvrit. Une employée apparut, un registre à la main. Elle s'arrêta net, surprise par la scène. Un homme noir, immobile, face à un policier prêt à dégainer. « Monsieur Moreau ?» dit-elle, la voix hésitante. « Désolé pour l'attente. Entrez, s'il vous plaît. » Bernard ne s'écarta pas tout de suite. Il lança un regard à l'employé, puis à Julien. Un regard qui disait « Je reviendrai ». Enfin, il fit un pas de côté, juste assez pour ne pas être accusé d'obstruction. Julien entra sans se retourner. Mais il savait, et Bernard savait. Les mots n'étaient pas nécessaires. Chaque regard, chaque geste avait déjà tout dit. Dans ce lieu, certains étaient légitimes par défaut. D'autres, même avec les bons papiers, restaient des intrus à contrôler. La salle 4B était bondée ce matin-là. Les bancs de bois, usés par des décennies, s'alignaient en rangées parfaites. Les spectateurs, silencieux, semblaient attendre quelque chose sans savoir quoi. La lumière blanche des plafonniers rendait l'air froid, presque stérile. Julien s'assit dans la section des témoins, épaule droite, main posée sur ses cuisses. Il ne bougeait pas, ses yeux, eux, scrutaient tout. Les gestes du procureur, nerveux, ajustant ses lunettes, l'huissier, hochant la tête en triant des documents, les avocats, échangeant des murmures. De l'autre côté de l'allée, Bernard Lefebvre s'installa, bras croisés, son regard fixé sur Julien dès son entrée. Ce n'était pas une menace ouverte, pas besoin. C'était le regard de quelqu'un habitué à juger, non par raison, mais par réflexe. Dans un coin, presque invisible, une femme âgée observait. Madame Clairette, greffière depuis 30 ans, cheveux gris tirés en chignon, lunettes pendues à une chaîne. Elle notait tout, d'une écriture fine, dans un carnet qu'elle gardait toujours sur elle. Ses yeux, usés par des années de paperasse, brillaient d'une lueur discrète. Elle avait vu des scènes comme celle-ci avant, des silences qui parlaient plus fort que des cris. Elle ne dit rien, mais ses doigts serrèrent son stylo un peu plus fort. Tout se déroula calmement jusqu'à ce que Julien soit appelé à la barre. En passant près de Bernard, ce dernier le frôla. Un contact délibéré, un défi muet. Puis, sans avertissement, Bernard lança un coup de pied précis dans le genou gauche de Julien. Le craquement résonna, sec, comme un os brisé. Julien s'effondra, ses documents s'éparpillant au sol. La salle explosa en murmures, des cris étouffés, un chaos soudain. Le juge, un homme aux cheveux blancs, frappa son marteau. Silence, ordonna-t-il. Mais personne n'intervint, ni les avocats, ni les gardes, ni les spectateurs. Bernard, haletant, lança une justification vague. Comportement suspect. Ces mots sonnaient faux, comme un script mal appris. Tous avaient vu, ce n'était pas la loi, c'était la domination. Julien se releva, lentement. Ses gestes étaient précis, comme s'il ramassait des éclats de verre. Il récupéra ses papiers, un à un, sans un mot. La salle retenait son souffle. Il s'avança vers Bernard, assez près pour que leurs ombres se touchent. Puis il parla, d'une voix claire, tranchante comme une lame. « Vous ne savez pas qui je suis. » 6 mots, pas de colère, pas de menace, juste une présence indéniable qui figea la salle. Bernard ne bougea pas, ses yeux vacillèrent, non par peur, mais par une incertitude nouvelle. Il n'avait pas prévu cela, pas prévu qu'un homme, frappé en public, puisse se relever sans exploser, sans craquer. Julien retourna à sa place, dos droit, main sur les cuisses, regard fixe. La salle ne retrouva jamais son rythme,
Quelque chose avait changé, une fissure dans l'ordre, une vérité que personne ne pouvait ignorer. Au fond de la salle, Claire Dubois, étudiante en droit, serrait son téléphone. Elle était venue observer. Badge d'observatrice épinglé sur sa veste. Elle avait filmé. Tout. Depuis le début. Pour un devoir d'analyse procédurale, avait-elle pensé. Mais ce qu'elle venait de capturer n'était pas une procédure. C'était une vérité brute, sans filtre. Elle baissa les yeux sur son écran. 42 secondes, le coup de pied. Julien tombant, se relevant, et ces 6 mots. Vous ne savez pas qui je suis. Pas d'effet, pas de musique, juste la réalité, nue et implacable. Après l'audience, Julien fut conduit dans une petite salle à l'arrière. Une pancarte indiquait « Salle de préparation des témoins ». Une pièce étroite, éclairée d'une lumière jaune. Une table ronde. Un verre d'eau. 3 personnes face à lui. Un fonctionnaire en costume sombre, cheveux soigneusement peignés. Un policier sans badge, regard neutre. Une jeune greffière, carnet à la main, évitant son regard. Nous comprenons qu'un incident regrettable s'est produit, commença le fonctionnaire, voix calme, mesurée. Pas un mot sur le coup de pied, pas un mot sur Bernard, juste une phrase, un développement imprévu. Il voulait régler cela discrètement, pour éviter tout malentendu qui pourrait affecter la confiance publique, ajouta le policier. Julien écoutait, immobile. Ses mains reposaient sur ses cuisses, ni crispées, ni relâchées. Son regard observait, comme dans une négociation tactique. La greffière posa un rapport interne sur la table. La première ligne parlait d'une mauvaise interprétation du langage corporel entre le témoin et l'officier de sécurité. Julien lut, sans ciller, puis releva les yeux. « Je veux une copie officielle, dit-il, voix basse. Le fonctionnaire sourit, un sourire poli, vide. Ce document est réservé aux archives internes. Les témoins n'ont pas accès aux copies. Julien inclina légèrement la tête. Donc, un témoin n'a pas le droit de vérifier ce qu'il a vécu. Silence. La greffière griffonna quelque chose. Le policier ajusta son col. Le fonctionnaire referma le rapport, comme pour clore la discussion. « Vous êtes un homme raisonnable, dit-il. Cela sera réglé proprement, si nous n'escaladons pas. » Julien se leva. Un léger signe de tête. Pas un mot de plus. Il quitta la pièce. Dehors, dans la zone réservée à la presse, des reporters couraient après une autre affaire. Personne ne parlait du coup de pied. Le communiqué officiel du jour ne mentionnait rien. L'incident était scellé, classé comme une simple gestion procédurale. Le système savait réécrire la réalité. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que quelqu'un, dans le fond de la salle, avait tout vu, tout enregistré. Claire Dubois, assise près de la sortie de secours, était invisible dans la foule. Cheveux courts, lunettes discrètes, badge d'étudiante épinglé sur sa veste. Elle était là pour un devoir, pour observer une audience, mais son téléphone avait capturé autre chose. Ce soir-là, seule dans sa chambre d'étudiante, elle visionna la vidéo. Pas une erreur, pas une simple altercation, une tentative de silence, un rapport interne, partagé sur un forum étudiant, prétendait que Julien avait réagi avec un manque de retenue. Claire s'arrêta. Sa vidéo racontait une autre histoire. Un homme frappé, un homme se relevant, un homme parlant sans hausser le ton. Elle coupa la vidéo. 42 secondes. Pas de montage, pas de musique, juste la vérité. Elle la posta sur un réseau social avec une légende simple. Une salle d'audience, pas un champ de bataille, vous ne savez pas qui je suis. Elle n'attendait rien. 8 heures plus tard, la vidéo avait des centaines de milliers de vues, des partages par milliers. Les commentaires affluaient. Pourquoi personne n'en parle? Comment un témoin peut-il être frappé devant un juge? Le hashtag « Vous ne savez » pas « Qui je suis » se répandit, porté par des forums, des réseaux, des voix qui refusaient le silence. Dans un café discret, à l'écart de Birmingham, Julien retrouva Marc Vasseur, un ancien camarade des forces spéciales, cheveux longs, barbe broussailleuse, lunettes de soleil même à l'ombre. Marc commanda un café noir, s'assit et fixa Julien. « Dans quel pétrin tu t'es fourré ?» demanda-t-il, direct,
sans chaleur ni inquiétude. Julien raconta. En 3 minutes. Les faits, rien que les faits, le coup de pied, la vidéo, les murmures d'un système qui voulait tout effacer. Marc ne scia pas. Il sortit un ordinateur portable, blindé, connecté via un VPN sécurisé. Il tapa le nom de Bernard Lefebvre. Le dossier semblait propre, trop propre. Né en 1971, entré dans la police en 1997, 3 départements, maintenant à Birmingham. Aucune plainte, aucun avertissement. Marc fronça les sourcils. Il lança une recherche plus profonde, utilisant le numéro de badge de Bernard. Une plainte surgit. 2017. Un homme noir, gravement blessé en garde à vue. Plainte retirée en moins de 24 heures. Raison? Témoin injoignable. Marc murmura. Disparu plus vite qu'un rapport militaire. Il creusa encore. Une alerte rouge bloqua l'accès. Autorisation spéciale requise. Il referma l'ordinateur. Quelqu'un protège ce type. Je peux craquer ça, mais pas d'ici. Pas sur des lignes officielles. Julien hocha la tête. Pas un mot. Ils savaient tous les deux. Ce n'était plus une question de coup de pied, c'était un système, bien huilé, bien protégé. Une machine à effacer les voix, à polir les dossiers, à faire taire ceux qui osaient parler. Mais ce soir-là, dans ce café sans caméra, Julien sentit une étincelle. Pas de la colère, pas de la vengeance, juste une certitude. Il ne s'arrêterait pas, pas maintenant. Pas après avoir vu ce regard dans les yeux de Bernard. Un regard qui ne connaissait pas la peur, mais qui venait de rencontrer l'incertitude. Et pour Julien, c'était assez pour commencer. Madame Clairette, la greffière, quitta le tribunal tard ce soir-là. Dans son sac, un petit carnet. Dedans, une note, écrite à la hâte. Témoin Moreau, agressé en salle 4B. Personne n'a bougé. Elle ne savait pas encore pourquoi elle l'avait écrit. Mais elle savait une chose. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait un homme comme Julien être traité comme un intrus. Et pour la première fois, elle se demanda si elle pouvait faire plus que noter, si elle pouvait, peut-être, agir. La pluie tombait doucement sur Birmingham, une bruine fine, presque parisienne, qui rendait les pavés luisants et les ombres plus floues. Julien Moreau s'assit à une table dans un café discret, le Relais, un lieu oublié aux abords de la ville. Les vitres embuées cachaient la rue. À l'intérieur, l'odeur du café noir et du pain grillé flottait, rappelant les matins calmes d'un bistrot français. Marc Vasseur, son ancien camarade des forces spéciales, était déjà là. Barbe broussailleuse, lunettes de soleil même sous la lumière tamisée, il tapait sur un clavier d'ordinateur blindé, ses doigts rapides, comme s'il traquait une cible. Julien posa son dossier sur la table. Quelques feuilles dépassentes, marquées de notes manuscrites. « Tu as trouvé quelque chose ?» demanda-t-il, sa voix basse, presque noyée par le bruit des tasses. Marc ne leva pas les yeux. « Plus que tu ne penses. » Il tourna l'écran. Un nom s'affichait. Bernard Lefebvre. À côté, une liste de fichiers. Plaintes retirées, dossiers classés, rapports réécrits. Tout propre, trop propre. Julien fronça les sourcils. Trop propre, c'est suspect. Marc hocha la tête. Exactement, comme un champ de bataille nettoyé avant l'inspection. Le café était presque vide, sauf pour un homme au fond, lisant un journal froissé, et une serveuse qui essuyait des verres avec une lenteur étudiée. Julien sentit un regard fugace depuis le comptoir. Il tourna la tête. Rien, juste le cliquetis des verres. Mais il savait. Quelqu'un écoutait, ou du moins, observait. Marc tapa un code. Un nouveau fichier s'ouvrit. Une plainte de 2017. Antoine Dupuis, ouvrier, arrêté sans mandat, blessé en garde à vue. Plainte retirée en moins de 24 heures. Raison, plaignant injoignable. Julien lut la ligne suivante. Une autre plainte. Marie-Louise, retraitée, 58 ans, arrêtée pour comportement suspect lors d'un contrôle routier. 3 côtes cassées, plainte classée, caméra embarquée défectueuse. Julien serra les mâchoires. Ils ne disparaissent pas, ils sont effacés. Marc referma l'ordinateur. Et ce n'est que le début. Quelqu'un protège Lefebvre, quelqu'un de haut placé. Le lendemain, Julien reçut un message crypté. Pas de nom,
Juste une adresse et une heure. Une ruelle derrière une bibliothèque communautaire, un lieu où les lampadaires clignotaient comme des yeux fatigués. Il y alla seule, sous la pluie, son manteau noir trempé. Une femme l'attendait, capuche baissée, visage à peine visible. Élise Garnier, policière de patrouille, district 8. Ses yeux étaient durs, mais ses mains tremblaient légèrement. « Je ne suis pas ici pour faire des vagues, » dit-elle, voix basse. Elle tendit une enveloppe brune, scellée. « Mais je ne veux pas mourir en silence. » Julien prit l'enveloppe sans un mot. À l'intérieur, des documents, des courriels internes, des comptes rendus de réunion, un carnet manuscrit, écriture fine, méthodique. Pas une ligne émotionnelle, juste des faits, date, heure, incident, qui était présent, qui avait parlé, qui avait réécrit le rapport final. Élise murmura « J'ai vu des rapports modifiés, des gens frappés, sans résistance, mais la version officielle disait « sujet agressif ». J'ai posé une question en réunion. On m'a ri au nez. « Apprends à survivre », m'a dit mon chef. Elle s'arrêta, regarda derrière elle, comme si le vent portait une menace. Puis Lefebvre m'a convoqué, seul. Il m'a dit « Tu penses qu'on te croira, toi, une femme, une métisse, contre moi ?» Julien écouta, immobile. Élise continua. « J'ai arrêté de parler, mais j'ai tout gardé, les brouillons, les courriels, les rapports originaux. » Elle tourna les talons. Avant de partir, elle murmura, sans se retourner, « Je ne veux pas d'un héros, juste savoir que je ne suis pas folle. » Julien rentra chez lui, l'enveloppe serrée sous son manteau. Son appartement était petit, une pièce simple avec une table en bois et une lampe jaune. Il ouvrit les documents. Les courriels mentionnaient une entreprise, Securitas Analyse, spécialisée dans l'évaluation des risques comportementaux. Des contrats signés par un haut fonctionnaire, Victor Langlois, directeur des projets stratégiques de la mairie. Un nom revenait sans cesse, Bernard Lefebvre, rémunéré pour des données de terrain. Des transferts d'argent discrets vers un compte lié à une ex-épouse. Julien posa les papiers. Son regard se perdit dans la lumière pâle de la lampe. Ce n'était pas juste un coup de pied, c'était un système. Une machine qui transformait des vies en données, des plaintes en silence, des victimes en fantômes. Le lendemain, il retrouva Marc dans un autre café, plus sombre, aux murs tapissés de vieux posters. Marc avait creusé plus loin. « Securitas Analyse », dit-il, « travaille pour la mairie. Il modélise les zones à risque. Mais il ne devrait pas avoir accès aux données brutes. Alors comment Lefebvre leur envoie-t-il des fichiers entiers? » Il montra un tableau, des noms, des adresses, des historiques de contrôle. 92% des personnes marquées à haut risque étaient noires ou latinos. Pas de notes d'enquête, juste des étiquettes. Conflit potentiel. Julien reconnut certains noms. Antoine Dupuis, Marie-Louise. D'autres qu'il avait rencontrés dans des ruelles, des appartements délabrés, des histoires murmurées. « Ils ne ciblent pas des criminels », murmura Julien. « Ils vendent des vies. » Julien décida de rencontrer Antoine Dupuis. Il vivait dans un immeuble décrépit, à l'ouest de la ville. L'escalier sentait la cigarette et la moisissure. Antoine ouvrit la porte, méfiant, chemise ample, regard fatigué. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, la porte entr'ouverte. Julien sortit une photo, un vieux rapport d'arrestation, restauré par Marc. Antoine, arrêté pour trouble à l'ordre public. Aucune preuve. Téléphone confisqué sans mandat. Antoine regarda la photo, puis ouvrit grand la porte. « Je ne signe rien, » dit-il. « Je ne fais pas d'interview. » Julien secoua la tête. « Je ne suis pas journaliste. J'ai été attaqué par le même homme que vous. » Antoine s'arrêta. Il invita Julien à entrer. Dans un salon étroit, encombré de jouets d'enfants, il raconta. 6 mois en prison pour avoir refusé de déverrouiller son téléphone. Son ex-femme partie avec leur enfant. Sa plainte, disparue sans réponse. « J'ai voulu me battre, » dit-il. « Mais mon avocat m'a dit, si tu veux revoir ton gosse, restez loin du système. » Julien n'écouta, sans prendre de notes. Avant de partir, Antoine murmura, « Si d'autres sont comme moi, dites-leur qu'ils ne sont pas fous. On n'a pas inventé ça. » Puis ce fut Marie-Louise. Une maison modeste, clôture en bois pourri.
Elle ouvrit la porte, prudente, théière à la main. Quand Julien prononça le nom de Lefebvre, son visage pâlit. Ils s'assirent dans le jardin, sous un ciel gris. Elle raconta. 5 ans plus tôt, arrêté après un contrôle routier. On l'avait plaqué contre le capot, 3 côtes cassées. J'ai encore les factures d'hôpital, dit-elle. Pas de vidéo. Caméra en panne, avait-on dit. Sa plainte jamais traitée. J'ai retiré ma plainte. J'ai 2 petits-enfants. Je ne voulais pas qu'ils me voient à la télé, couverte de bleu. Julien serra sa main avant de partir. Elle le retint. Vous êtes le premier à demander sans me dire d'oublier. Julien rentra, le cœur lourd. Il ouvrit son ordinateur. Les fichiers de Marc s'alignaient, comme des pierres tombales numériques. Des plaintes effacées, des rapports réécrits. Un nom surgit. Paul Renaud, ancien inspecteur des affaires internes. En 2019, il avait soumis 6 rapports sur Lefebvre. Abus d'autorité, manipulation de données. Le premier rapport avait duré 36 heures avant d'être marqué « en révision ». Le dernier, 1 page et demie, n'était qu'une liste d'incidents sans conclusion. Puis, Paul avait disparu. Aucun téléphone, aucun compte bancaire, aucune trace. Julien regarda Marc. Silencé, Marc haussa les épaules. S'il a essayé de faire tomber Lefebvre, il n'est pas parti pour des raisons de santé. Cette nuit-là, Julien ne dormit pas. Il ouvrit les fichiers d'Élise. Un courriel mentionnait une réunion secrète. Victor Langlois, signataire des contrats de Securitas Analyse. Une note manuscrite d'Élise. Lefebvre a ordonné de raccourcir les rapports. Pas de détails sur les violences. Julien ferma les yeux. Une image lui revint. Le regard de Bernard, juste après le coup de pied. Pas de remords, juste de l'assurance. Celle d'un homme qui savait qu'il ne tomberait pas encore. Le lendemain, un message anonyme arriva. Une adresse à Nashville, un café sans caméra. Julien y retrouva un homme, visage masqué par une casquette. « Je ne donne pas mon nom », dit-il. Il tendit un disque dur, petit, sans logo. « Ce que vous cherchez est là-dedans, mais si vous l'ouvrez, vous ne pourrez plus faire marche arrière. » Julien prit le disque. De retour chez lui, il l'ouvrit avec Marc. Des dossiers cryptés, des plaintes supprimées, des logs internes. Un fichier portait un symbole. 3 points en triangle. Un code des forces spéciales. Julien entra des clés. Numéro de mission. Date de décès d'un camarade. Coordonnées d'une opération. Le dossier s'ouvrit. Bernard Lefebvre au centre d'un réseau. Chaque point rouge. Une plainte non résolue. Des victimes noires. Des rapports effacés. Des transferts d'argent. Julien lut, ligne par ligne. Un homme, trauma crânien après un accident en garde à vue. Un adolescent, porté disparu après une plainte. Un vétéran, mort dans un accident de la route, sans image. Julien referma l'ordinateur. Ce n'est plus personnel, dit-il. C'est une machine. Marc hocha la tête. Et cette machine a un nom. Securitas Analyse. Et un protecteur. Victor Langlois. Julien se leva. Il marcha vers la fenêtre. La pluie tombait toujours. Il pensa à Antoine, à Marie-Louise, à Paul, à tous ceux dont les noms avaient été effacés. Il pensa à la vidéo de Claire, qui tournait encore, portée par des milliers de voix. « Il croit qu'il contrôle l'histoire, » murmura-t-il. « Mais il ne contrôle pas la vérité. » Marc rangea l'ordinateur. « Alors, on fait quoi ?» Julien ne répondit pas tout de suite. Il regarda la pluie, puis, d'une voix ferme, « On va les trouver. Tous. Et on va les faire parler. » La salle d'audience fédérale de Birmingham était plus vaste que celle du tribunal local. Les murs, tapissés de bois sombre, absorbaient la lumière des lustres, donnant à l'endroit une gravité presque théâtrale. Les bancs, bien alignés, étaient remplis de spectateurs silencieux, journalistes, avocats et citoyens ordinaires, tous attirés par l'écho de la vidéo de Claire Dubois. Julien Moreau se tenait à l'entrée, costume noir impeccable, chemise blanche, sans cravate. Ses yeux balayaient la salle. Pas un regard de défi, mais une vigilance froide, celle d'un homme qui avait traversé des champs de bataille et savait reconnaître un piège.
À l'autre bout de la pièce, Bernard Lefebvre, en uniforme, était assis, flanqué de 2 avocats en costume coûteux. Son visage était fermé, mais ses doigts tapotaient nerveusement la table. Julien nota ce détail. Un homme habitué à contrôler son image, mais incapable de cacher son inconfort. Le juge, une femme d'une 60aine d'années, cheveux gris coupés courts, frappa son marteau. Le silence s'installa, épais, presque palpable. Julien fut appelé à la barre. Il avança, pas mesuré, ses chaussures claquant doucement sur le parquet. Chaque regard dans la salle semblait peser sur lui, mais il ne fléchit pas. Il prêta serment, main droite levée, voix claire. Julien Moreau, ancien officier des forces spéciales, témoin dans l'affaire Bell et victime d'une agression en salle 4B. Le mot victime fit tressaillir Bernard. Un murmure traversa la foule. Le juge ajusta ses lunettes, son regard perçant fixé sur Julien. Monsieur Moreau, exposez les faits. Julien parla. Sa voix était calme, précise, comme un rapport militaire. Il décrivit le jour de l'incident, le coup de pied, les documents éparpillés, les mots qu'il avait prononcés. Vous ne savez pas qui je suis. Il ne dramatisa pas. Pas besoin. Les faits suffisaient. Puis, il tendit un dossier, épais, soigneusement relié. À l'intérieur, les preuves rassemblées avec Marc Vasseur et Élise Garnier. Courriel interne, rapport modifié, témoignages d'Antoine Dupuis et de Marie-Louise, log de Securitas Analyse. Chaque page était une accusation silencieuse. Pas contre un homme, mais contre un système qui l'avait protégé. Le procureur, un homme mince aux lunettes cerclées d'acier, prit le dossier avec une hésitation visible. « Ce document sera examiné, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Julien ne répondit pas. Il savait que les mots, seuls, ne suffiraient pas. Dans la salle, Claire Dubois était assise au 3e rang, son badge d'étudiante toujours épinglé. Elle avait apporté une copie de la vidéo, remise aux autorités la veille. Elle n'avait pas dormi, hantée par les commentaires en ligne, les messages de soutien, mais aussi les menaces anonymes. Elle serrait son sac, où un disque dur contenait d'autres fichiers, ceux de Paul Renaud, l'inspecteur disparu. Elle avait hésité à les transmettre, trop risqué. Mais en regardant Julien à la barre, elle sentit une force nouvelle. Cet homme, qu'elle ne connaissait que par une vidéo de 42 secondes, portait désormais les voix de ceux qu'elle avait rencontrés en ligne. Des victimes sans nom, des plaintes sans écho. Le procureur appela Bernard Lefebvre. Il se leva, menton haut, posture assurée. Il jura de dire la vérité, mais ses yeux évitaient ceux de Julien. Son témoignage fut bref, mécanique. Le témoin a eu un comportement suspect. J'ai agi pour sécuriser la salle. Le juge fronça les sourcils. Un coup de pied, monsieur Lefebvre, est-ce une procédure standard? Bernard hésita. Une réaction instinctive, madame la juge, dans le feu de l'action. Julien resta immobile, mais il nota la sueur sur le front de Bernard. Une fissure, petite mais réelle, puis vint le tour d'Élise Garnier. Elle entra, uniforme impeccable, regard droit. Sa voix tremblait légèrement, mais elle parla. Elle décrivit les réunions internes où les rapports étaient réécrits, les ordres de Bernard pour effacer des détails, les transferts de données vers Securitas Analyse. Elle tendit un carnet, le même qu'elle avait donné à Julien dans la ruelle. « J'ai tout noté, dit-elle. Chaque incident, chaque changement. J'ai été menacée, mais je suis là. » La salle murmura. Les avocats de Bernard échangèrent des regards nerveux. Le juge ordonna une pause pour examiner les documents. Pendant la pause, Julien retrouva Marc dans un couloir étroit. Marc, toujours lunettes de soleil, mâchait un chewing-gum avec une nonchalance étudiée. « Ils vont essayer de tout enterrer, » murmura-t-il. Julien hocha la tête. « Ils peuvent essayer, mais la vidéo est partout. » Marc sourit, un sourire rare, presque tranchant. « Tu as réveillé un monstre, mon vieux. Les gens parlent. Sur les forums, dans les cafés, dans les rues. Ils veulent des réponses. » Julien ne répondit pas. Il pensait à Antoine, à Marie-Louise, à Paul Renaud, à sa mère, Evelyne, morte dans l'oubli,
son nom effacé d'un registre municipal pour une erreur administrative. Il serra les poings. Pas pour lui, pour eux. De retour dans la salle, le procureur tenta une défense fragile. Ces documents ne prouvent pas une intention criminelle. Des erreurs administratives, peut-être. Mais la vidéo de Claire changea tout. Projetée sur un écran, elle tourna en boucle. Le coup de pied, Julien tombant, se relevant, les 6 mots. La salle retint son souffle. Les avocats de Bernard restèrent silencieux. Le juge ordonna une analyse immédiate des fichiers de Securitas Analyse. 3 jours plus tard, Bernard Lefebvre fut arrêté. Manipulation de données, intimidation de témoins, abus d'autorité. Les charges s'accumulaient, lourdes comme des chaînes, mais Julien ne voulait pas de victoire personnelle. Il refusa les interviews, les micros tendus, les caméras. Dans un café discret, il rencontra Claire. Elle lui tendit une clé USB. « Les fichiers de Paul Renaud », murmura-t-elle. « Je les ai décryptés avec un ami. Il confirme tout. » Julien prit la clé. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il. Claire haussa les épaules. « Parce que vous n'avez pas crié, vous avez juste parlé, et ça a suffi. » Quelques semaines plus tard, Birmingham annonça la création d'un centre de surveillance indépendant. Une bibliothèque communautaire, dans un quartier oublié, devint son siège. Julien y organisa une réunion. Pas de caméra, pas de presse, juste des gens. Antoine Dupuis était là, tenant la main de son fils, retrouvé après des mois de bataille juridique. Marie-Louise, droite, un sourire timide, lisait un poème qu'elle avait écrit pour ses petits-enfants. Élise Garnier, en civil, formait une jeune recrue. Amina, une femme vive, aux yeux pleins d'espoir. Elle parlait de transparence, de justice, de ce qu'elle voulait changer. Julien écoutait, en retrait, presque invisible. Le dernier jour, il se rendit dans un cimetière à l'aube. Une petite pierre portait le nom d'Evelyne Moreau. Effacé pendant des années, il avait été restauré après une enquête administrative. Julien posa une fleur, un lys blanc, simple, sans mots. Il ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. La vérité, qu'il avait portée avec d'autres, avait trouvé son chemin. Elle avait brisé les murs du silence. Dans la ville, les murmures continuaient. Les forums en ligne s'enflammaient. Des pétitions circulaient. Des noms oubliés réapparaissaient dans les registres. Le centre de surveillance, modeste mais tenace, devenait un lieu où les voix, jadis étouffées, trouvaient un écho. Julien ne resta pas pour voir la suite. Il quitta Birmingham, sac léger, sans se retourner. Il n'était pas un héros. Il n'avait jamais voulu l'être. Mais il savait une chose. La vérité, même enfouie, finit toujours par remonter, portée par ceux qui osent parler. La voici lancée, cette histoire puissante et poignante, résonne comme une méditation sur la justice, la résilience et la quête de vérité dans un monde où les systèmes, parfois, étouffent les voix des plus vulnérables. En tant que Français, où l'égalité et la fraternité sont des piliers gravés dans notre culture, cette histoire nous touche profondément, nous invitant à réfléchir à notre rôle dans la société et aux leçons que nous pouvons tirer pour vivre de manière plus consciente et engagée. À travers les épreuves de Julien Moreau, un homme confronté à l'injustice brutale et à un système corrompu, l'histoire met en lumière des vérités universelles, mais aussi des nuances propres à la sensibilité française, la retenue face à l'adversité, la quête d'une justice mesurée mais ferme, et le refus de l'héroïsme flamboyant au profit d'une dignité silencieuse. Voici une réflexion sur les enseignements tirés de cette histoire, appliquée à notre quotidien, suivie d'un appel à l'action inspiré par la vidéo qui a immortalisé cet instant décisif. Une leçon de retenue et de force intérieure, Julien Moreau, face à l'agression de Bernard Lefebvre, choisit de ne pas répondre par la violence. Ces mots « Vous ne savez pas qui je suis », prononcés sans colère ni éclat, sont une leçon de maîtrise de soi. Dans la culture française, où la retenue est souvent valorisée comme une forme d'élégance morale, cette attitude nous enseigne l'importance de garder notre dignité, même dans les moments de provocation. Dans nos vies, combien de fois sommes-nous tentés de répondre à une insulte par une autre,
à une injustice par une colère immédiate. Julien nous rappelle que la véritable force réside dans la capacité à rester calme, à réfléchir avant d'agir et à transformer une blessure en un levier pour le changement. Appliquons cela dans nos interactions quotidiennes. Face à un collègue arrogant, un différend familial ou une injustice sociale, prenons un instant pour respirer, pour choisir nos mots avec soin et pour répondre avec une clarté qui désarme plutôt qu'avec une rage qui divise. La vérité comme boussole. L'histoire met en lumière une vérité fondamentale. Même enfouie, la vérité finit toujours par remonter. Julien, Marc, Élise et Claire travaillent sans relâche pour révéler les manipulations de Bernard et de Securitas Analyse. Ce combat, mené avec des preuves concrètes et une persévérance discrète, reflète un idéal français. La quête de justice, non pas pour la gloire, mais pour rétablir l'équilibre. Dans notre société moderne, où les réseaux sociaux amplifient les voix mais aussi les mensonges, cette leçon est cruciale. Nous devons apprendre à chercher la vérité, à vérifier les faits, à ne pas céder à la facilité des rumeurs ou des récits simplistes. Cela signifie lire au-delà des titres, écouter les témoignages des oubliés et soutenir ceux qui, comme Julien, refusent de plier face à l'intimidation. Appliquons cela en posant des questions, en soutenant des enquêtes indépendantes ou simplement en partageant une information vérifiée dans notre cercle. La puissance de la communauté. L'histoire ne repose pas uniquement sur Julien. Claire, avec sa vidéo, Marc, avec ses recherches, Élise, avec ses documents, et les victimes comme Antoine et Marie-Louise forment un réseau de voix unies. Cette solidarité, dans un contexte français, évoque les cercles littéraires, les discussions de café, les manifestations pacifiques où les idées et les combats prennent forme collectivement. La leçon est claire. Aucun changement ne se fait seul. Dans nos vies, nous pouvons créer des ponts avec ceux qui partagent nos valeurs. Cela peut être aussi simple qu'organiser une discussion dans un café, soutenir une association locale ou écouter un voisin qui se sent ignoré. La communauté, même petite, est une force. Elle donne du poids à nos actions, comme elle l'a fait pour Julien, transformant une vidéo de 42 secondes en un mouvement. Le refus de l'héroïsme ostentatoire Julien refuse de devenir un symbole. Il ne cherche ni la gloire, ni les caméras. Cette modestie, presque camusienne, incarne une valeur française, l'action pour le bien commun. Quand un policier frappe et qu'un témoin refuse de plier, la France entière se reconnaît dans ce cri pour la justice. Prêt à découvrir un combat pour la justice? Cliquez sur J'aime si vous êtes avec nous ou abonnez-vous pour vibrer jusqu'à la fin, sans attendre de récompense. Dans un monde où l'individualisme et la quête de reconnaissance dominent, cette attitude nous pousse à réfléchir. Agissons-nous pour être vus ou pour changer les choses? Appliquons cela en faisant de petits gestes anonymes. Aider un inconnu, signaler une injustice sans attendre d'éloge, ou défendre une cause sans chercher à en tirer un bénéfice personnel. Comme Julien, laissons les résultats parler d'eux-mêmes. Le courage de parler Élise Garnier, en bravant les menaces, choisit de parler. Claire, en partageant sa vidéo, donne une voix aux sans-voix. Cette leçon est essentielle. Le silence est le complice de l'injustice. En France, où l'histoire des droits humains est marquée par des voix comme celle de Voltaire ou de Zola, parler reste un acte de courage. Dans nos vies, cela peut signifier signaler une injustice au travail, écrire une lettre à une institution ou simplement dire non face à une discrimination. Chaque mot compte. Chaque voix, même tremblante, peut faire trembler un système. Une mémoire pour les oubliés. La scène finale, où Julien restaure le nom de sa mère Évelyne, est une ode à la mémoire. Dans la culture française, où l'histoire et les monuments tiennent une place centrale, honorer ceux qui ont été effacés est un acte sacré. Cela nous enseigne l'importance de ne pas oublier. Dans nos vies, nous pouvons rendre hommage aux oubliés en écoutant les histoires des aînés,
en soutenant des initiatives pour préserver la mémoire collective ou en luttant contre l'effacement des minorités dans les récits officiels. Cela commence par un geste simple, demander à quelqu'un son histoire et l'écouter vraiment. Appliquer ces leçons au quotidien. Ces leçons, tirées de la voix silencée, ne sont pas abstraites. Elles s'appliquent dans les détails de nos vies. Soyons comme Julien, calme face à la provocation, mais implacable dans notre quête de justice. Soyons comme Claire, courageux pour partager la vérité, même face aux menaces. Soyons comme Élise, tenaces, même lorsque le système nous pousse au silence. Et soyons comme Antoine et Marie-Louise, résilients, capables de raconter nos blessures pour que d'autres n'aient pas à les porter seuls. En France, où la devise liberté, égalité, fraternité guide nos idéaux, ces leçons nous rappellent que la justice n'est pas un don, mais un combat. Un combat qui commence par un regard, un mot, une action. Cette histoire, capturée dans une vidéo de 42 secondes, est plus qu'un moment figé. C'est un cri, un appel à ne pas détourner le regard. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, alors agissez. Cliquez sur J'aime pour montrer que vous soutenez cette quête de vérité. Partagez-la avec vos amis, votre famille, vos collègues, car chaque partage donne une voix aux oubliés. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires, celles qui, comme celle de Julien, méritent d'être entendues. Et laissez un commentaire. Racontez ce que cette vidéo a éveillé en vous. Partagez une idée, une expérience ou simplement un mot. Ensemble, faisons en sorte que ces voix ne soient jamais silenciées. La vérité commence avec nous. Alors, agissons, maintenant.